Tout d'abord, merci à l'équipe de direction actuelle d'ICAR et à Jacques Cosnier qui a eu l'idée, semble-t-il, de nous donner l'occasion de cette rétrospective. C'est quelque chose d'important, il me semble, à un moment donné. Ça fait longtemps maintenant que ces équipes de linguistique existent au CNRS. On va reparler tout à l'heure peut-être d'un mot. Et c'était pas mal. Au début, je me suis dit, bon, on va faire de la théorie. Puis, je me suis dit, et un peu d'histoire, peut-être, c'est pas trop mal. Donc, ma longue fréquentation d'historien m'a habituée à penser que ça aide aussi à repenser ce qu'on a fait et à continuer. J'ai intitulé ça « Il n'y a pas de linguistique historique sans corpus » parce que c'est peut-être l'essentiel de ce que j'ai retenu de décennies d'utilisation, de travail sur la linguistique et d'utilisation de ce qui est fondamental dans la pratique, les corpus. ICAR 3, en effet, a un triple champ d'études, bien sûr, le changement linguistique, aussi bien dans la théorisation que dans les descriptions, mais surtout la constitution et l'exploitation de corpus de données. D'autre part, sous l'impulsion de Serge Eden et d'Alexis Lavrentiev, mais aussi de nous, plus purement linguistes, et plus antérieurement encore sous l'impulsion de Benoît Habert, on a appris qu'il y a des choses qui sont fondamentales, c'est le choix de tout ce qui est processus de numérisation, qui est capital dans ce qu'on en fera après. Et enfin, il y a un troisième point qui, là aussi, nous a montré l'importance qu'il a, c'est la théorie des éditions de texte. On ne peut pas prendre n'importe quel texte, fabriquer n'importe comment pour travailler sur l'histoire de la langue. Sinon, on a de drôles de résultats, vous en doutez. Mon parcours, le parcours que je vais raconter, après une brève introduction, rappellera 4 étapes qui sont fondamentales dans, disons, la généalogie d'ICAR peut-être. Une équipe d'accueil à Fontenay-Saint-Cloud il y a pas mal de temps, 88, vous voyez. Ensuite, toujours à Fontenay-Saint-Cloud, mais également à Lyon, au début de Lyon, l'UMR 8503, que dirigeait Benoît. Ensuite, ou parallèlement plutôt à cette période-là, le GDR plus précisément centré sur la diachronie du français et moins sur le corpus, ça se correspondait en quelque sorte, qui était à Fontenay-Saint-Cloud et qui lui aussi est venu jusqu'à Lyon. Et ce sont ces UMR 8503, GDR 2349 qui sont entrés dans ICAR constitutivement. Et maintenant, ICAR, bien sûr. Alors peut-être, vous me permettrez un bref rappel un petit peu personnel, parce que l'histoire, ça s'explique aussi un peu comme ça, hein, mais très rapide. Quand je faisais mes études et quand j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne, eh bien, le contexte était tel. Il y avait Wagner, Guggenheim, je ne sais pas si ces noms disent quelque chose à quelqu'un, Robert Léon Wagner, Georges Guggenheim. Mario Roch venait de mourir, je ne l'ai pas connu. Paul Ims était bien vivant, et vous savez que ça a été l'un des promoteurs de Frantext. Bernard Quemada, qui, lexicologue, a été le premier directeur de Frantext. Vous voyez, d'emblée, je mets l'accent sur Frantext, c'est pour nous capital. Parallèlement, il y avait le premier développement de la linguistique structurale en France, avec Jean Dubois, etc., j'en reparlerai. D'autre part, les éditions de textes bédiéristes prenaient le pas sur les éditions qu'on appelle, nous, lachmaniennes, c'est-à-dire des éditions critiques. Nous, on préfère, du moins ici à Lyon, j'allais dire à Fontenay aussi, bien sûr, à Fontenay aussi, mais et moi-même de pratique, on préfère des éditions qui sont fidèles à un manuscrit, quitte à corriger peut-être certaines erreurs de copie, comme on le fait tous, n'est-ce pas? Écrivez une page, vous verrez qu'il y a des erreurs, mais pas plus. Il ne s'agit pas de reconstituer le texte idéal, etc., à la Lachmann. Ça, c'est peut-être bon pour autre chose, mais ce n'est pas ce qu'on avait choisi. Et de ma formation même, avec Félix Lecoy, à l'école des Chartes, j'étais convaincue que c'était ce genre d'approche fidèle au manuscrit qui pouvait servir pour la linguistique. Et en parallèle, on ne l'oublie pas, ça servait un petit peu de modèle, et je l'avais connu de près. À l'ENS de Saint-Cloud, le premier, semble-t-il, labo de sciences humaines et sociales au CNRS. Alors je mets point d'interrogation, on n'a pas pu, j'ai lu cela quelque part, je ne me rappelle pas où,
ni quand. Je n'ai pas retrouvé les sources. Si quelqu'un est au courant, on en parlait avec Benoît, personne n'a pu me le confirmer, mais je crois bien que c'est le cas. Et effectivement, à cette époque-là, le CNRS, les années 50, vous voyez, les CNRS n'étaient que scientifiques, sans formation. Simplement, à Lyon, à Saint-Cloud, s'était formé un groupe un peu informel, mais sous l'initiative de Robert Léon Wagner, qui était très entreprenant là-dessus. Il voyait l'intérêt de faire des choses, de faire de façon institutionnelle certaines choses par ailleurs. Ils ont créé un centre de recherche de lexicologie politique. Vous connaissez la suite. Maurice Tournier a pris la suite de Robert Léon Wagner. Pierre Lafont a pris la suite. Et ensuite, eh bien, ici. Quelques expériences personnelles. Un mémoire de maîtrise déjà sur corpus avec Robert Léon Wagner. Donc d'emblée, c'était mon choix aussi, c'était ma conviction, et ça allait dans le même sens. Une édition de texte avec Félix Lecoy, ma thèse, de 3e cycle. Une formation, pas très longue, à l'École nationale des chartes. Et puis, surtout, une expérience vraiment, quand on se confronte à un travail sur corpus de longue haleine. Il n'y avait pas d'histoire de la langue des 14e et 15e siècles. Il y en avait une petite, mais enfin pas complète, un peu imprécise, etc. Il fallait le refaire. Ça a été une commande. On m'a demandé de le faire. Je l'ai fait sur corpus. Et j'ai fait un double corpus. Et de ce point de vue, on n'a pas changé. Un corpus central, complètement, disons, décrit à la main. Je ne vous dis pas. Et d'autre part, un corpus complémentaire. On continue comme ça. Et une fois que j'ai fini ce travail, je me suis dit non, plus jamais ça. Et à partir de ce plus jamais ça, eh bien, on a commencé à travailler. Et par ailleurs, je rencontrais quelque chose, c'est que la linguistique sans corpus n'était pas possible. Si vous voulez, c'était un choix aussi. J'utilise ça un petit peu impressivement, en butinant. Non, c'est pas possible. Ce choix résultait d'une expérience personnelle, comme je viens de le dire, mais aussi d'une tradition en médiévistique, pas seulement française. Depuis 1919, même avant, mais enfin là c'était vraiment un travail sur un petit corpus qui n'était pas un seul texte. Depuis 1919, Lucien Foulet, dans sa petite syntaxe de l'ancien français, donne la liste des textes sur lesquels il va travailler, des chiffres, 1919. Et à partir de là, les médiévistes entraient dans le bain, étaient contaminés. Des expériences, eh bien, dès 1970, vous voyez, ça remonte on était tous tout petits, hein, Jacqueline Cerchiglini, Bernard Cerchiglini passaient leur agrégation à Fontenay, et je venais de prendre ce poste à Fontenay après la Sorbonne. On a commencé tout de suite à travailler comme ça sur corpus, vous voyez. Au début, il n'y avait rien. Hein. La nature de l'objet est également une raison très forte, c'est qu'il n'y a pas de locuteur natif, donc vous ne pouvez pas valider une hypothèse, sauf à vous dire « je connais la langue de l'époque ». Alors là, tout bon médiéviste, dans quelque langue passée que ce soit, vous dira on tombe sur des cas où on sait, il faut le dire, qu'on s'est trompé. Et ça, on en trouve. Donc ça ne marche pas. Et enfin, la définition de la langue, on était saussuriens à cette époque-là, c'est non pas la langue d'un auteur, mais la langue d'un trésor. Et ce trésor-là, il faut le faire. D'où d'ailleurs le nom du trésor de la langue française. Alors maintenant, un peu plus de temps sur Fontenay-aux-Roses. Donc corpus, textésie, idée d'évolution de la langue, et parallèlement, bien sûr, on avait le corpus de Frontex qui commençait à produire, mais il commençait au XVIe siècle. D'où difficulté. Que faire avant? Eh bien, il y avait quelque chose, c'était pour le moyen français, et c'était sous l'impulsion de Robert Martin, quelque chose commençait à se faire au CNRS. Mais pour l'ancien français, c'est-à-dire 9e, 14e siècle, ça fait quand même pas mal de choses, fin du XIIIe siècle, ça fait une grande période, rien. Et gentiment, sans problème, on a commencé à se dire qu'il fallait le faire. Donc, dès les années 85, on fait le projet, en 89, on commence vraiment. Quelque chose qui m'a, je dirais, beaucoup aidé aussi, c'est qu'un corpus, c'est bien beau, mais il faut l'exploiter. J'ai eu la chance d'avoir comme un doctorant qui était un scientifique d'origine, un physicien. Ici, les physiciens, les mathématiciens, les scientifiques sont nombreux dans cette équipe. Eh bien là, c'était déjà le cas, c'est Pascal Bonnefoy, qui d'ailleurs n'a jamais
imprimer papier sa thèse. Il a refusé. Il avait un contrat avec des éditeurs, il a toujours refusé en disant mais non, il n'y a que l'informatique qui marche avec la numérisation. Et il a créé un petit logiciel, concordanceur, c'est tout ce qu'on faisait à l'époque, qui s'appelait Analyser. Ça a été fondamental puisque c'est ça qui nous permettait d'avoir justement les deux possibilités et de ne plus faire ça à la main. Et quand on calcule après un relevé à la main, vous voyez ce que ça peut donner. Mais de toute façon, on est limité. Au bout d'un certain nombre, disons 1000, il y a trop d'erreurs qui s'accumulent. Par ailleurs, à l'étranger, on regardait aussi ce qui se faisait. Et à Amsterdam, un de mes collègues, qui était quelqu'un de... là aussi un scientifique, un mathématicien, qui avait été chargé de travailler sur le vocabulaire de la Bible et qui a fait ce qu'il fallait comme outil mathématique et informatique pour le faire. Et puis, il s'est pris d'amour pour l'ancien français. Et il l'a fait aussi pour l'ancien français avec une base de données, etc. Donc, vous voyez, peu à peu, se mettait en place, dans ces années 60-80, toute une série de piliers qui confortaient notre position. Et puis, nous avions un rapport vraiment beaucoup plus proche avec Montréal, où, je crois, Sophie, Magali Rouquier ont passé du temps aussi, comme il n'y avait pas d'alter à ce moment-là, mais enfin comme postdoc ou doctorant. Et dès 83, ils ont fait un petit corpus avec un logiciel un peu plus élaboré que Analyser, qui servait d'ailleurs à, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais l'entreprise d'EDF, correspondant à EDF, au Québec. Et le même logiciel, SATO, servait aussi bien pour les électriciens, disons, que pour les médiévistes. À Princeton aussi, il y avait un projet monté par Carl Yuti, et nous avons fait un colloque, pour se partager le travail. Donc vous voyez, à un moment donné, disons dans les années 90, on avait une espèce de stabilité avec des corpus qui commençaient à exister mais qui n'étaient pas très gros. Des logiciels qui se perfectionnaient, SATO pendant longtemps, n'est-ce pas, nous a servi de logiciels non seulement concordanceurs mais calculeurs, etc. Et d'autre part, un certain nombre de réflexions qui commençaient à venir, mais vous voyez, balisage, tout cela, à cette époque-là, c'était comme franc-texte. On marquait bien sûr le mot par un blanc, et on marquait la fin des pages, ou la fin des vers, c'était tout. Ça a bien changé. Également, il y avait pour l'anglais, c'est à Helsinki que s'est fait le premier corpus d'anglais ancien, avec un historien, Matti Rissanen. Et donc là aussi, comme j'enseignais souvent en Finlande, j'avais des rapports avec eux, j'allais les voir. Et à Philadelphie, même chose. Tony Kwok est venu parfois à Fontenay, il était invité, etc. Bref, vous voyez, ce que je veux vous montrer, c'est qu'autour des années 80-90, il y a eu vraiment une série d'interrogations et de petites réalisations, à côté de ce qu'on a maintenant, de petites réalisations fondamentales qui nous ont confortés. À Fontenay, grâce à Benoît Habert qui est ici, ils étaient petits, tout jeunes, ils sortaient tout juste de leur thèse. Il y avait lui, il y avait François-Xavier Testard-Vaillant, il y avait Serge Eden, alors là il était encore plus petit, il n'avait même pas fait sa thèse. C'est dire, hein. Josiane Bernillon, et puis quelques autres, mais enfin essentiellement cela. On a fondé une équipe d'accueil qui a commencé à accueillir mes premiers doctorants, et pas seulement, des doctorants de collègues aussi. Et c'est comme cela qu'on a pu solidifier des textes de linguistique historique sur du corpus. Et encore maintenant, ça vaut parce qu'on peut les utiliser, parce qu'il y a des chiffres d'après un corpus, etc. Donc, plusieurs de ces jeunes doctorants sont devenus des atères, et vous en avez quelques-uns. Donc, Magali Rouquier, qui est à Toulouse maintenant, Serge Eden, quand il était tout petit, Sophie Prévost, quand elle était toute petite, Isabelle Védrenne, qui est à Nice, Céline Guillot, que vous connaissez, et Alexis Lavrentiev, qui n'a jamais été petit d'ailleurs, lui. Donc, Fontenay-Saint-Cloud, puisque les deux écoles se sont mixtées, disons, on a continué les théories du changement linguistique, et en particulier, c'est là qu'a commencé, dans ces années-là, 90, 95, par là, à se développer les théories de la grammaticalisation, les réflexions sur l'analogie, bref, les théories du changement linguistique. Et surtout, dès 80, non, beaucoup plus tard, enfin, en tout cas, quand l'équipe d'accueil allait vers sa fin, on a pensé créer un GDR parce que c'était beaucoup plus large, et on tenait des séminaires mensuels un peu partout dans Paris, là où on avait de la place, mais ça drainait pas mal de monde. Et puis,
on a créé aussi des colloques diacro qui continuent. On en est à la 7e édition bientôt, qui aura lieu, je ne sais où, à Paris. Donc ça, c'est une photo que j'ai retrouvée du séminaire diacro. Bon, il y a pas mal de gens là. Les hommes sont plus vers là, d'ailleurs. Et là, je l'ai choisi parce que vous voyez Sophie, Céline, Alexis, et puis pas mal d'autres qui sont de jeunes collègues dans des universités. Et surtout, on a vraiment développé la base de français médiéval. En 1994, on avait une 50aine de textes, pas plus. Mais pour des raisons juridiques, on était obligés. Les éditeurs ne répondaient même pas. Et en gros, c'est dangereux quand ils ne répondent pas, vous voyez. Je les connaissais bien, ceux de Champion, ceux de Droz, etc. Mais ils ne voulaient pas savoir. Ils préféraient pas savoir du moment qu'on ne faisait pas de bruit. Donc, on avait un droit réservé pour ceux qui voulaient, enfin pas ceux qui voulaient, ceux qui nous demandaient et comprenaient parmi nous. Et on avait, dans toutes ces thèses de cette époque, il y a des notes de remerciements disant nous remercions l'équipe d'accueil et l'ENS de Fontenay pour l'aide qu'ils nous ont apportée, mais jamais en détail. C'était trop dangereux. Le soutien financier, eh bien, l'école, tout au long, nous a soutenus de façon inconditionnelle. C'était pas énorme ce qu'on demandait, mais bon. Et d'autre part, comme j'étais à l'IUF, la dotation a servi aux vacations. Ça nous a beaucoup aidé. Par ailleurs, à un moment donné, on sentait que les éditeurs ne resteraient pas tranquilles longtemps. On s'est dit, ça vaut la peine de faire nous-mêmes des éditions. Au moins, libre de droit, pas de compte à rendre, et en plus, on fait ce qu'on veut. Et par exemple, vous voyez, on a commencé tout de suite la quête du Saint Graal. Une minute d'anecdote. C'est l'un des premiers textes qu'en 85, on a commencé à faire saisir à la machine, enfin bon, puis à concordancer. Et on se promenait, Sophie bientôt a pris la suite, avec ça dans la poche en disant vous me l'échangez contre tel texte, quel texte. Et c'est comme ça qu'on a pu agrandir notre base de données par échange. Et du coup, on a repris le même texte, pas seulement parce qu'il est très important, pas seulement parce qu'il est intéressant, mais aussi parce que on avait déjà une espèce d'habitude. Et c'est un peu un hasard, mais ça s'est bien fait. On s'est fondé sur un manuscrit, on a choisi un manuscrit qui est à Lyon. Il se trouve qu'il y avait eu, j'étais curieuse aussi d'un fait, il y a toujours une édition fondée sur le même manuscrit, celle de Albert Paufilet, faite en 1923, qui se donne pour fidèle. Et je m'étais dit quand même, allant avoir le manuscrit, j'ai vu qu'il n'était pas très fidèle et qu'il changeait des choses qui faisaient que notre analyse syntaxique ou morphologique n'était pas exact, il prenait dans d'autres manuscrits. Et d'ailleurs, une fois qu'on a fini notre édition, on a calculé, entre nos deux éditions sur le même manuscrit, toutes deux éditions se disant fidèles, je pense qu'on l'est beaucoup plus que lui, il y a 24 000 différences, 24 000, sur un texte de 240 000 mots. Ça fait pas mal, hein. Il y a beaucoup de ponctuation, à vrai dire, parce qu'on a gardé la ponctuation. Alors, j'en arrive à Icare. En 2001, donc, l'UMR dont je vous parlais, dirigé par Benoît, est venu accompagner l'école à Lyon. Notre GDR qui venait d'être créé aussi. Mais en 2003, donc, Icare, d'où Icare 3. Et surtout, alors là, ce qui a été capital, c'est le développement, parce qu'il y avait formation de la TEI ailleurs, parce qu'il y avait développement de HTML, XML, etc., des langages pour baliser. Nous avons la chance à l'école, et je le mesure tous les jours, d'avoir des ingénieurs, des techniciens qui sont absolument irremplaçables, fondamentaux. Sans ça, on ne fait pas ce qu'on fait. C'est clair. Donc, énormément de réflexion sur ces techniques. Et d'autre part, Sophie Prévost a dirigé l'élaboration d'une liste d'étiquettes pour l'ancien français, qui correspondait d'ailleurs le plus possible à ce qui s'était fait pour Frantext. Serge Eden a créé un outil bien au-delà de notre petit analysé, même de Sato, Weblex. Et là, une autre étape. En 2005, on s'est dit qu'il était temps que la BFM ne s'en tienne pas à un statut caché, avec des utilisateurs choisis, tout ça en douce, en quelque sorte. Donc c'est venu sur Internet, ça n'a pas raté. En 2007, les éditions Droz nous ont mis en demeure. Fermeture de la base en catastrophe.
Et Céline Guillot, je dois dire, je venais de prendre ma retraite. Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais en tout cas, Céline Guillot a dû toute débutante, enfin en quelque sorte, assumer tout ça, gérer pendant 4 ans ces problèmes juridiques avec Drault, avec... vous savez, en France, on n'est pas très avancé là-dessus, et les éditeurs, par ailleurs, ont beaucoup de droits. Bon, en tout cas, je passe sur les détails, mais sachez qu'on a dû faire énormément de progrès. Ça, c'est éventuellement et essentiellement Céline Guillot-Barbance et toute l'équipe autour qui a soutenu, et Icare, bien sûr, complètement aussi. En 2010, l'art ouvert, et en 2012, un nouveau portail. Donc maintenant, la BFM ne travaille que sur textes qui ont accord avec éditeurs, mais qui par ailleurs sont bien édités, sur des textes qu'on édite parfois nous-mêmes. Bien sûr, les formatages internationaux sont absolument respectés, et Serge Eden vient de créer un nouveau logiciel, TXM, de nouveau en pointe, qui fait des... Enfin, tout le monde ici le connaît, puisque j'ai vu qu'il y avait encore l'annonce de nouvelles formations par Bénédicte Pince-Mince, et donc ça marche. Parallèlement, 3 ANR ont été obtenus, Céline Guillot, Sophie Prévost-Lattis à Paris, Serge Eden également. Et nous continuons les éditions de textes. Alors ça, c'est une photo que j'ai retrouvée aussi d'un colloque sur le corpus à Stuttgart en 2008, où vous reconnaissez, Serge Eden est un peu derrière, Céline, Sophie, Alexis, Achim Stein. Non, voilà, c'est pas très beau, enfin, on voit pas. Et surtout, parallèlement, s'est créé, alors on a donné un nom grandiose, un consortium international pour les corpus de français médiéval. Dites-vous dire qu'on ne brasse pas beaucoup d'argent, rien du tout. Et depuis 2004, on s'est dit que ça valait la peine de s'allier pour partager nos expériences, etc., éventuellement nos données. Et on a des ramifications dans le monde entier. Serge Eden, aussi bien qu'Alexis Lavrentiev, sont partie prenante dans l'évolution des normes TEI, etc. Et toutes les années, il y a au moins une réunion sur une thématique précise. L'an dernier, oui c'est ça, il y avait une 40aine de participants sur les éditions numériques. Ces éditions donc continuent, et nouvelle étape, nous commençons à théoriser ce qu'on appelle philologie numérique en français, digital philology, autrement, qui se développe un peu partout. Et au Grand Congrès international de linguistique et de philologie romane à Nancy, qui aura lieu bientôt, le groupe d'Icare 3 va présenter une communication, et moi je suis invitée pour une conférence plénière sur les utilisations du corpus de la philologie numérique et l'histoire de la syntaxe, enfin la syntaxe historique. Donc quelques diapos que j'ai empruntées à Alexis d'ailleurs, qui les avait faites, pourquoi refaire, hein. Si vous allez sur internet, vous tapez Casdel Sangral Lyon, vous trouverez ça, et vous pouvez bien sûr interagir. C'est une édition interactive publiée uniquement sur le net, téléchargeable, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est bien sûr sous licence Creative Commons, donc il n'y aura jamais de droit demandé, à condition que vous ne fassiez pas n'importe quoi, que vous ne vouliez pas l'imprimer chez un éditeur, vous voyez, bon. Donc avec possibilité d'afficher le manuscrit, l'édition, ou plusieurs sortes d'éditions. Ce qu'on développe, c'est 3 formes d'édition: une édition courante, normale, une édition diplomatique, plus proche du manuscrit, une édition facsimilaire qui tente à reproduire le manuscrit. Bon, là, on ne voit pas vraiment le détail, mais là aussi, vous pouvez le voir sur Internet si ça vous intéresse. Et en bas, cela vous montre qu'on peut faire une petite des concordances, pas si petites que ça. On peut avoir un petit outil. Immédiatement, vous dites, tiens, je trouve ce mot, combien de fois il arrive dans le texte? Vous pouvez l'avoir aussitôt. Et si vous cliquez sur l'une des occurrences, vous avez le texte correspondant qui s'affiche un peu plus haut. Donc l'équipe d'édition numérique, là c'était au moment de la thèse d'Alexis, je crois. J'ai mis 2009, je ne sais pas. Oui, c'est peut-être la thèse d'Alexis. Où tous ceux qui ont participé à l'édition de la Quête du Graal étaient là. Et maintenant, on a 2 autres éditions en cours. Par ailleurs, donc, on poursuit la théorisation du changement linguistique, qui a vraiment quantitativement et qualitativement changé à cause et grâce, mais à cause du corpus. Et en particulier, il y a 2 chantiers
qui se développe énormément. Enfin bon, je vais revenir un peu, peut-être. Oui. Actuellement, il y a un petit champ qui se développe, on va voir jusqu'où il ira, c'est l'oral représenté. Et de ce point de vue-là, on tente à se rapprocher d'une thématique plus générale dans Icare. Et en particulier, il y a quelque chose que je suis en train de regarder, c'est dans les textes, l'oral représenté, c'est le discours direct annoncé et quitté en quelque sorte dans le texte, dans un contexte en récit. Comment c'est balisé? Toutes les grammaires, toutes les langues sont obligées d'avoir des items, avoir des morphèmes, avoir des moyens pour baliser ce qui, quand on change de locuteur. Et on voit très très bien l'évolution. Et puis maintenant, je suis en train de voir quels gestes accompagnent les discours qui sont rapportés comme ça. Et là, on se rapprochera encore de vous. Oui, quelques autres hypothèses. Je vais plus vite pour tenir mes temps. Un premier objet d'application un peu grandiose, c'est le projet en cours de grande grammaire historique de français. Depuis 1905, il n'y en avait plus, celle de Bruno, qui a une trentaine de volumes, et qui s'est terminée en 2000. Il y en avait en 2005, enfin par là, 2000. Parce que bien sûr, Bruno est mort en 1937, mais des continuateurs ont poursuivi son travail. Simplement, ce n'était pas fait sur corpus, pas régulier évidemment, étant donné l'époque et tout. Et donc, nous avons entrepris quelque chose d'un peu différent. Bernard Combette, Tobias Scher, Sophie Prévost, moi-même, ainsi que d'autres collègues internationaux, ont commencé vers 2008 à concevoir un plan. Enfin bref, il y a un site. Si vous tapez grande grammaire historique, vous risquez d'y aller et vous trouverez où on en est. Et Sophie Prévost a élaboré un corpus de français historique raisonné. C'est-à-dire qu'il y a dedans, tu me diras, c'est 150 textes qui peuvent servir à toute étude sur le corpus de la langue du 9e au 21e siècle. Un second chantier qui est en cours, c'est l'interface latin tardif ancien français, l'évolution, les rapports et l'évolution entre ces deux langues. Voilà, donc c'était ma façon de retracer un petit peu l'histoire, certainement avec des biais, certainement avec des incomplétudes, et il y a peut-être des questions. Et en tout cas, merci, et je reprends là une expression d'Alexis qui me disait, ben oui, ça vaut la peine de commencer à faire les grandes chroniques, c'est un terme médiéval très connu, vous savez, les grandes chroniques de la royauté française, les grandes chroniques de la BFM et d'Icare III. Je vous remercie. Ou des réponses d'ailleurs à ma question, est-ce que vraiment Icare est le successeur du premier labo de sciences humaines au CNRS? Personne ne sait, on éclaircira et on le mettra quelque part. Colette. Colette. Oui. Salut. Je reviens du 20e anniversaire de la fondation Volkswagen, le programme d'Aubert Ah oui. pour les langues en danger. Et une des discussions, c'était la clôture. Et ce que demandait Volkswagen, c'était de prouver que toute cette documentation de langues en danger, qui est entièrement de la documentation de langue orale et de tradition orale, qui ressemble un peu à ces textes qui étaient médiévaux, qui essayaient d'attraper la tradition orale de l'époque. La question qui se posait là, qui se posait au linguiste, c'était est-ce que ça va, est-ce que vous pouvez nous prouver que tout cet investissement va révolutionner la linguistique. La Fondation Volkswagen qui est pendant 12 ans voulait pouvoir dire qu'ils avaient un impact sur la linguistique. Et les linguistes se sont essayés à... et alors les linguistes qui n'étaient pas du tout préparés à ça, parce que je vais les connecter à votre banque machin, Ah bien. logiciel, parce qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir ce genre de logiciel, cherchaient des thématiques linguistiques qui pouvaient particulièrement être étudiées si on avait encore plus... c'est dans l'air du temps qu'il faut faire croiser les disciplines. Là, on avait tout à fait linguistes de terrain sur documentation. Ce qui est intéressant, c'est de la langue orale, tradition orale, qui est captée quand on documente des langues en danger.
Oui, ça c'est d'autant plus intéressant, Colette, que justement avec notre idée d'oral représenté, on commence, si on l'a choisi, une des idées, c'est de répondre à cette question, est-ce que la langue évolue d'abord dans l'oral ou dans l'écrit? Il se trouve que nous, on n'a que de l'écrit. Donc comment en rendre compte? Eh bien, on s'est dit, on va aller voir dans l'oral qu'ils reproduisent. Les locuteurs de l'époque font comme nous, c'est-à-dire s'ils font parler un paysan au XIIe siècle chrétien de Troyes, il lui fera prononcer de drôles de mots et de drôles de phrases, et en revanche, le seigneur parlera de telle façon, etc. Bref, les femmes d'une autre façon. Il y a quelque chose là. Donc on s'est dit, allons voir. Et comme on le pensait, il y a énormément, disons, les premières attestations de nouveautés dans la langue qui apparaissaient ici dans les textes sont très souvent, pas toujours, mais très souvent, représentées dans un passage de discours direct. Donc on est en train de mettre ça en rapport avec cette idée qu'on sait depuis longtemps et que Saussure avait affirmé, c'est d'abord dans la parole qu'évolue la langue, et la parole au sens parole, enfin après on l'a éclairci comme ça, la parole au sens oral. Et bien là, il semble que ça soit quelque chose comme ça. Alors pour le changement, puisque c'est notre métier, on peut déjà dire ça, c'est-à-dire que ce serait une règle. C'est une petite réponse, et puis pour le reste, je ne sais pas. Du point de vue cognitif, quand on travaille sur l'évolution et qu'on voit des régularités, grammaticalisation en français, ça couvre 30% des changements qui ont lieu depuis le 9e jusqu'en l'an 2000, disons vite. 30% entrent dans des cas de grammaticalisation, et ainsi de suite. Donc, on peut continuer ce genre de travail, effectivement, qui apporte des choses, des éléments de connaissance sur la manière dont le cerveau locuteur fonctionne. Mais bon, c'est une question qui se pose, c'est sûr, à quoi ça sert ? Alors rapidement, je vais présenter les deux personnes à qui j'ai suggéré, qui ont accepté gentiment de venir prendre la suite. Benoît Habert, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai connu, il sortait de sa thèse, hein, vraiment, je crois. Il avait déjà peut-être un peu enseigné, puis il a pris un poste en informatique et linguistique à l'ENS. C'était tout nouveau, ces choses-là. Hein. Et ça a été vraiment, je dirais, le premier pilier qui a solidifié notre démarche sur les corpus. Auparavant, on n'en savait pas assez. Et on ne pouvait pas toujours aller chez les ingénieurs informaticiens qu'on connaissait au Canada, par exemple, ou à Helsinki. Bon. Mais là, vraiment, il a été fondamental de ce point de vue. Vous connaissez tous les ouvrages qu'il a écrits sur, allons-y vite, la linguistique de corpus, la linguistique outillée, comme il l'appelle, très joliment. Et moi, j'ai utilisé ça pour corpus outillé, c'est-à-dire un corpus, mais pas tout seul, quoi, avec plein de choses autour. Quant à Sophie Prévost, et maintenant, il est, après des voyages vers EDF, vers Nanterre, vers EDF, etc., il est revenu à Fontenay et, je ne sais pas, et Lyon, oui, il est revenu, merci, à Lyon. Quant à Sophie, qui est actuellement au laboratoire Lattice, elle a été elle aussi parmi les piliers, elle est restée longtemps à terre, je crois, en préparant sa thèse comme doctorante. Alors c'était à Fontenay, puis tu es venue, je crois, aussi un tout petit peu à Lyon. Et du point de vue des corpus, je dirais que c'est, tant pis, l'une des meilleures que je connaisse pour la culture que cela suppose, la culture de corpus, d'une part, la connaissance des techniques, pas seulement informatique, ça c'est pas nous qui le faisons, c'est pas les linguistes, mais pour la manière de faire un corpus. Et c'est pour ça que nous avons d'un commun accord dans ce projet Grande grammaire historique de français qui est international, belge, anglais, allemand, etc. Nous l'avons d'un commun accord chargé d'élaborer le corpus au point que l'ILF, je crois, l'ILF va regarde du côté de ce corpus en liaison avec le grand projet de corpus historique du français. Ma conviction profonde, c'est qu'une langue qui n'est pas outillée, qui n'a pas les outils, est une langue en danger, Colette. Alors l'écrit, c'est déjà un très grand outil pour conserver une langue. Mais si on n'a pas les dictionnaires, les corpus, etc., c'est fragile.
ça devient fragile. Bon, eh bien, elle participe à ce genre de confortation, de solidification du français de ce point de vue. Ça marche. Cette grande grammaire, est-ce que tu peux nous dire où ça en est, s'il y a une possibilité d'avoir une date dans le temps à la passation? Alors, premièrement, une date, on ne veut pas. J'en ai donné une comme cela, hein, parce que de temps en temps, on nous le demande. Donc, 2016, on pense que probablement, 2016, on en aura presque terminé. 2015 17. Vous voyez? Bon, passons. J'avais dû couper entre les deux, enfin peu importe. On ne veut pas, on n'a pas pris de contact avec ou plutôt des éditeurs ont pris contact et on en a pris pour tâter le terrain. On a des possibilités, mais on ne veut pas conclure. Dès qu'on a un éditeur, et j'ai connu ça avec la Pléiade, avec d'autres, on est tenu. On ne respecte jamais, mais on est tenu. Or, ce qu'on veut justement, c'est aller jusqu'au bout de ce qu'on est en train de faire. Et bon, un linguiste internationalement connu comme Peter Corr nous dit, mais à côté de tous les autres projets auxquels je participais tous, c'est le seul où je sens la liberté d'approfondir ces questions en changement lexicologique et sémantique. C'est ça qu'il travaille à Tübingen avec toute son équipe. Et il apporte des choses très novatrices. Mais justement, tous, on veut se sentir assez libre pour approfondir les choses. Si on avait dit, bon ben voilà, en 4 ans, on fait, etc. Ouais. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. Donc pas de date, même si on en donne une, on veut que chacun des grands participants puisse aller jusqu'au fond de ce qu'il veut faire. Deuxièmement, on a pris des options très novatrices, c'est-à-dire qu'on a une partie, par exemple, qui s'appelle la partie de Gabriela Graphie. Enfin, en tout cas, de la même façon qu'on a une phonologie, phonétique historique, on a une graphématique historique. Toute l'histoire des graphies, etc. Comme partie. Hein. On a une partie sur l'énonciation, les interactions, la pragmatique, comme partie, à côté de la syntaxe, à côté de la morphologie, etc. Et on a une partie sémantique grammaticale, à côté de tout le reste. Donc on a introduit des champs d'études de la linguistique moderne dans cette grammaire. C'est pas comme ça qu'on le fait. Hein. Par exemple, pour la sémantique grammaticale, comment va-t-elle s'articuler avec le reste, etc. On veut se donner le temps de faire cela de façon mature. Alors bien sûr, on a déjà rédigé sur les 50 chapitres prévus, enfin de près, on en a rédigé en première version une bonne dizaine, mais on sait qu'ils changeront encore. Et par ailleurs, on a des contributeurs un peu partout en Europe et même ailleurs, une quarantaine, qui participent à la rédaction, qui font la rédaction d'un chapitre donné dans une grande partie. Je ne sais pas si j'ai répondu, Sandra. Oui, je te remercie. Oui, en fait, j'avais entendu, moi, qu'il y avait certaines parties qui étaient déjà rédigées, qui étaient déjà finies. Mais, non. Donc, non. Pas vraiment. De toute façon, elles sont encore par rapport en confrontation avec d'autres parties. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que comme en phonétique, phonologie historique, ça a commencé en 2001, parce que quand j'ai pris la direction de l'ILF, c'était sur programme. Au programme, il y avait une grande grammaire, une langue outillée est une langue plus solide, il y avait une grande grammaire prévue. Bon, je n'allais pas le faire en même temps, donc j'ai attendu de quitter l'ILF, mais Tobias Scher, tout de suite, a assumé ça et a commencé. Donc, ils ont presque terminé, ils ont bien avancé, ça c'est vrai, c'est beaucoup plus avancé. Merci beaucoup, Christiane. Est-ce que cette fois, il n'y a pas d'autres questions? Merci. En tout cas, je suis là. Hein. Merci encore.